The Pearls of Candice Fuego. Of Candice Fuego. Karen, de ta profession, ta carrière, où que tu travailles, afin que les gens puissent comprendre, notre auditoire puisse comprendre où qu'on s'en va avec cette intervention-là aujourd'hui. Donc, moi, je suis infirmière. J'ai travaillé pendant 8 ans à l'Institut universitaire de Douglas, un hôpital psychiatrique à Montréal que tout le monde connaît. Je continue encore à travailler en psychiatrie, mais plus pour l'agence. Je fais d'autres spécialités, mais un de mes dadas, c'est vraiment la psychiatrie. Donc, je comprends la maladie mentale et tout. Parfait. Donc, le fait que tu as été victime de violences conjugales, que tu travailles dans le milieu psychiatrique, donc tu dois avoir un très bon bagage du niveau psychologique, les traits de personnalité et aussi les comportements qui pourraient aider à certaines femmes, certains hommes, d'observer qu'est-ce qui pourrait clocher sur une personne. Même s'il y en a beaucoup qui sont bons là. Il y en a qui sont bons à camoufler leur personnage. Ils sont des personnes ils ont une très belle apparence, très belle approche, mais behind closed doors, c'est chargé. Mais moi, j'étais étudiante quand je l'ai fréquenté. Puis c'est en travaillant en psychiatrie que j'ai pu mettre des mots ou pu comprendre des situations qui sont arrivées dans le passé. Mais en sortant avec lui, j'avais aucune notion en psychiatrie. Pour moi, c'était un être normal qui a fait des mauvaises passes. OK. Est-ce que tu peux me donner un détail de comment c'était au début puis quand ça commençait à empirer, comme dans ta tête, là, tu dis, tu sais, au début, telle approche, tel comportement, tel mot, telle façon de te toucher ou des choses comme ça, c'était tellement emballant, c'était wow. Puis après, cacavoué. Mais au début, quand que ces gens-là t'approchent, c'est l'être aimé, ces gens, my God, j'ai trouvé un homme, ils se présentent très bien, ils te donnent tout, ça te gâte de la tête aux pieds, I got you, t'es ma number one, tout ça, fait que t'es comme, my God, je suis bien tombée. Puis ça commence tout doucement avec la possessivité, la jalousie et reverse psychology, oui, beaucoup de ça. Puis commence un peu à te rabaisser. Mais tu te dis, ben la personne t'aime, puis non, on fait ça pour ton bien, la personne est là pour toi, tout ça, mais non, c'est pas normal qu'une personne qui t'aime te fasse sentir de la sorte, ou te rabaisse, ou
comment ça... Moi, ça avait commencé par le téléphone cellulaire. Il voulait avoir mes codes. Il y en a une des filles qui fréquentait m'a appelé. Puis comment non, je te prouvais que je suis pas avec elle, tout ça. Il a été chez la fille. Puis pendant qu'il était chez la fille, je pense que c'est elle ou lui qui m'a appelé. Puis il frappait la fille de l'autre côté de la ligne. Puis elle disait, ah non, lâche-moi, tu me fais mal. Puis là, il est revenu me voir avec le téléphone de la fille. Puis il m'a dit, tu vois, nous deux, il n'y a rien. Mais je comprenais pas. J'étais jeune, 21 ans, je crois. Puis pour moi, c'était whatever. Mais il y a eu beaucoup de red flags, mais j'étais étudiante, puis à fleur de peau. Mais pas à fleur de peau, pour dire, j'étais jeune, la vie est belle, let's go. Mais après ça, la personne que j'étais au début, j'étais une personne extravertie, toujours souriante, toujours joviale. Je suis devenue renfermée, je chantais plus, j'avais peur. Ah, c'était quelque chose. Là, tu as sorti le point que je voulais amener, la fermeture personnelle. Oui, c'est arrivé. La solitude qui s'installe, donc en retrait au niveau social. Est-ce que ceci, avec tout le bagage psychologique que tu as actuellement, avec ta profession, le milieu que tu travailles, est-ce que tu peux déterminer que ceci est relatif au fait que tu étais en questionnement avec toi-même de qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était logique, tu étais dans le déni? Ou pour toi, c'était plus une question que j'ai tellement honte, je veux pas que personne sache quoi que ce soit, donc je m'isole? Au début, non. Au début, l'agression physique n'était pas encore arrivée. Donc, pour moi, je me suis dit, je pense que... Comment je peux dire ça? Pour moi, c'était normal. J'étais étudiante, donc je prenais pas le temps de m'asseoir et d'essayer de comprendre. Ou sinon, quand quelque chose arrivait, je me culpabilisais, moi, à la place de dire que l'erreur vient de lui. Je disais, ah, c'est de ma faute. J'aurais dû agir comme ça, ou j'aurais dû ne pas répondre comme ça. Mais non, l'isolement s'est installé. Puis, j'étais comme sa proie. J'étais comme dans une cage, mais je ne le voyais pas. Pour moi, c'était normal d'être comme ça. Je pensais qu'il m'aimait. Il le faisait pour mon bien. Est-ce que spirituellement, tu te sentais contrôlé involontairement ou tu te sentais vraiment vulnérable? Spirituellement, mais non, ni l'un ni l'autre. Je continuais à prier, mais tu sais qu'on est... ça faisait pas longtemps que j'étais baptisée, puis je disais, Seigneur, donne-moi un signe, est-ce que c'est la bonne personne et tout. Mais en même temps, quand Dieu te... Comment je te dis ça? Dieu t'a pas envoyé à fréquenter cette personne-là, fait que tu sais même pas si tu as reçu une réponse ou quoi que ce soit. Mais sinon, au début, il y avait aucun... C'était pas spirituel, j'avais aucun spirituel par rapport à la situation. C'est à la fin que j'ai commencé à prier énormément. Puis mon père est venu moi, puis il m'a dit, en créole, il m'a dit, si, attends, moi, là, ça, si vous remettez tout, tu sais quoi faire. Ouais. Est-ce que, je te regarde, OK? T'es une femme, t'es une belle black woman, like a beautiful black woman, OK? No lie. Puis, c'est venu comme dans ma conscience, à force d'avoir écouté l'intervention qu'on a eue avec Sam Balsec, qu'on partageait toutes nos expériences et tout. Puis, il y a de quoi qui avait capté mon attention, c'était le fait que tu me disais que la famille savait qu'il y avait un comportement qui était inadéquat, mais que toi, comme genre, t'avais rien à dire face à cela. C'était fait. Faut pas que tu parles, au fait. C'est de l'accepter, puis c'est tout. Pour toi, est-ce que c'est devenu une normalité, malgré que tu trouvais ça comme... C'est quoi ça? Je comprends pas. Quand j'en ai parlé avec l'entrevue avec Sam Balsec, c'est parce que c'était la première fois qu'il m'a donné un coup aussi fort. Puis, moi, mon premier réflexe, c'est d'avoir appelé sa mère pour lui en parler. Et elle m'a dit, oh, tu sais, ce matin, il a jeté son frère à l'escalier. Il va pas très bien. Donc, puis j'ai continué à pleurer, mais elle m'a comme rassurée, si je peux dire ça.
Mais c'était juste pas normal que la mère me réponde que, OK, ce matin, il a commis quelque chose de plus grave, et que toi, c'est pas si pire. Genre, ça va passer. Mais c'était l'erreur que j'ai faite parce que j'aurais dû contacter mes parents ou appeler la police. Mais c'est ça. Pour moi, comme tu l'as dit, pour moi, c'était normal. C'est normal. Si tu aurais une question à poser à cette personne-là, maintenant, avec toutes les connaissances que tu as, ça serait quoi? L'agresseur ou... Oui. Mais tu vois, quand je lui demandais pourquoi, il niait. Il dit non, moi, je t'ai jamais frappé. J'aurais jamais fait ça. Et quand il m'avait donné là, il m'a dit, oh, tu l'as cherché, tu m'as insulté. Mais je ne veux pas en parler. Donc, mais le pourquoi, c'était pas... Au début, il niait, c'est comme non, je t'ai jamais fait ça, je t'ai jamais fait ci. Mais après, le premier coup que j'ai reçu à l'œil, c'était tu as été très fréquente, donc tu l'as cherché, tu le méritais, tu m'as manqué de respect. Mais je ne vais plus recommencer. Oui, la phrase je ne vais plus recommencer, c'est faux. C'est faux, ça. Ça, c'est une des phrases que quand la personne te dit je peux recommencer, ça te caresse, ça te donne tout, ça t'achète des fleurs, ça t'amène partout, au cinéma, tout ça, mais le ne peut recommencer, c'est un des phrases que il faut run. C'est temps de courir, de prendre tes pieds, tes clics, tes claques, puis t'en aller. Parce que c'est sûr que ça va recommencer. Et est-ce que c'était le fait qu'il arrivait à te reprendre, tu sais, comme il arrivait à prendre ta confiance, regagner ta confiance, que ça t'a permis de dire, oh, ben, OK, c'est pas grave, je tourne avec. Parce que tu sais, les relations toxiques, là, c'est exactement le fait que dans notre conscience, on sait que c'est pas correct, mais on retourne quand même parce que la personne, on a comme une autre fille avait dit dans l'affaire de Sam Valsex, elle a dit, oh, ben, garde ton papa caca, il y a plein de papa caca, ben, garde lui qui te convient le mieux parce qu'il y a des plus pires, il y en a des plus moins, mais si celui que tu as là, il prend soin, il habite avec toi, les détails que j'entendais, c'est il paye ton essence ou il t'aide à payer ton loyer ou des choses comme ça. Là, c'est là que j'ai dit, mais donc le fait que tu acceptes que cet homme-là débourse pour combler des besoins ou des factures, donc tu accepterais de te faire battre. Est-ce que pour toi, ça serait comme plusieurs citaient que c'était un manque d'estime de soi, mais il y en a d'autres qui ont dit comme être pogné dans l'emprise, tellement que tu n'as pas eu des bons gars avant, ben lui, il fait quelque chose de différent, ben tu restes pareil. Non. Moi, c'était plus parce que on a couché pour la première fois ensemble. Puis j'avais une pression familiale et côté la religion aussi. Puis ça disait que mes parents m'ont dit, ah, tu sais, mes parents m'ont pas dit ça, mais ma mère m'a souvent fait comprendre que je vais passer à l'acte. Cette personne-là, il faut que je me marie avec. Puis ça, ce sera mon homme. Donc pour moi, le fait que j'ai passé à l'acte, je me suis dit, OK, ben, il devient mon mari. Et le fait qu'on soit chrétien aussi, la religion, c'est gens qui là, il faut pas faire la fornication, ces choses-là, il faut se marier. Donc moi, c'est pas parce c'est pas parce qu'il me gâtait ou quoi que ce soit, c'était plus parce que l'éducation que j'ai eue. C'était, je peux pas dire l'éducation, c'est ça que j'ai compris de l'éducation que j'ai reçue. Que il fallait pas que j'accepte, mais que c'était mon premier, donc on va arranger les choses pour que ça fonctionne. Okay. Donc, il y avait soi-disant une pression familiale et pour des raisons spirituelles qui faisaient en sorte que, Pour ben, moi, plutôt des raisons religieuses, parce que spiritualité, c'est tout à fait une autre histoire. Mais exactement. quand la religion prend l'emprise dans nos décisions, on est comme stop Ouais, on a pu figer. dans une position. OK. La personne, on l'aime tellement qu'on peut le sauver. Il va changer. Non, il n'est pas comme ça. Quand je l'ai connu, il n'était pas comme ça. Fait que je peux le changer. Mais non, tu peux pas changer cette personne-là. La personne a besoin d'aide. La personne a besoin de consulter.
la personne, il y a quelque chose, il y a soit un débalancement hormonal, quelque chose, mais il ne va pas bien. Donc, il a besoin d'aide, mais bon. Non, moi, c'est pas à cause qui, je me limitais pas OK, il paye ton essence, quoi que ce soit, reste avec. Non, non, non. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu le verrais comme un pervers narcissique? Je peux pas dire qu'il est narcissique. Je pense qu'il a un problème je pense que c'est quelqu'un qui, parce que si j'ai compris, dans le passé, il était bullied, on le OK, frappait. intimidé. On C'est ça. l'intimidait beaucoup. Oui, puis je pense que c'est quelqu'un qui refoule beaucoup ça. Puis c'est une personne aussi que quand il réagit mal il réagit mal au refus, puis quand il perd contrôle, quand il voit que la situation est trop, il frappe parce qu'il sait pas comment communiquer, quoi que ce soit. Parce qu'il a fréquenté d'autres filles après, puis il a jamais été violent avec ces filles-là. Il a jamais frappé ces filles-là. Donc, je peux pas dire que c'est un pervers narcissique, non, de violence. Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi qu'il levait pas sa main aux autres filles après toi? Non, j'ai pas abordé le sujet avec lui. C'est les filles qui me l'ont. Une des filles, elle me dit, oh, tu me parlais plus parce que je fréquentais ton ex. Je dis, ben moi, je te l'avais dit comment. Puis elle m'a dit, ah, ben moi, il m'a jamais fait ça. Est-ce que c'est vrai? On ne saura jamais. OK. Mais je pense pas que c'est un narcissique. Je pense qu'il avait un problème d'agressivité. Anger management, Ouais, problème de ouais, gestion de colère. OK. refoulé. OK. Mhm. Parle-nous un peu des diagnostics que tu vois dans la communauté en général, que comme, tu as pu constater, mon Dieu, il y a une très grande ignorance là, communautaire qu'il faudrait qu'on parle de ça puis qu'on agit au plus vite parce que c'est pas des normes, au contraire, c'est très problématique. Euh, la schizophrénie, c'est une des maladies que les parents ne comprennent pas. Ils disent que c'est le diable qui monte dans leur tête. Non, ça existe. Et il y a beaucoup de personnes noires qui en souffrent. Donc, c'est une maladie que j'ai travaillé souvent avec ces gens-là. Puis la plupart des gens qui sont schizophrènes, c'est dû par la prise de drogue, surtout la marijuana. Parce qu'on a comme il y a comme une gène qu'on a que si tu consommes cette drogue-là, tu es plus prédisposé. Ou dans la famille, si tu en as, tu es plus à risque d'être schizophrène. Il y a la bipolarité aussi, dépression et manie. Il y en a beaucoup qui en souffrent. Bipolarité aussi. Puis, les narcissiques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un trait de caractère de type B, c'est dans le DSM. Il y en a beaucoup qui sont narcissiques. Genre, les narcissiques, là, c'est juste moi. Ils ont rien fait. Ils sont tellement... c'est un trait de personnalité, mais ces gens-là, tellement qu'ils peuvent même se rendre à la psychopathe. Puis il faut faire très attention parce que ces gens-là sont très, très intelligents. Quand ils veulent quelque chose, ils vont tout faire pour l'avoir. C'est des gens qui sont très bien vêtus. C'est des gens qui, tu vas jamais penser que c'est un narcissique, mais ces gens-là peuvent même te tuer. Ils vont dire non, ils n'ont rien fait. Ils savent séduire. Séduire, c'est un des caractéristiques qui les définit. Il faut faire très attention à ces gens-là. Puis, j'ai dit schizophrène, bipolarité, narcissique. Et c'est en gros. C'est les Il y a trois un cas maladies. dépressif. Il n'y en a pas beaucoup dans la communauté, selon toi? Avec ou sans substance? La dépression, c'est une des principales, mais chez les Haïtiens, ils disent que ça n'existe pas, la dépression. Ils disent non, tu veux un down, tu vas guérir, c'est correct. Mais la dépression, c'est une des plus grosses, là. Mais j'ai l'impression que c'est tellement banalisé dans la communauté que pour eux, c'est genre, OK, va en voyage, ou sinon, prends des petites pilules, tu vas guérir, ou prie souvent. On dit prie, va à l'église.
souvent, tu vas attendre à l'église pour trouver la dépression, mais les gens, ils le mettent comme, ils le situent comme une déprime. C'est passager, ça va passer. Puis je pense que récemment, l'année passée, on a perdu, tu vois, le gars qui faisait des macarons, là, Ouais. j'ai pleuré. Qui aurait cru ce gars-là, tu le voyais dans la rue, tu repensais que ce gars-là était dépressif? Jamais. Mais, tu sais, c'est ça quelque chose que je sais pas comment l'amener le sujet, ok? Je peux pas prendre son profil en tant que tel, je peux plus prendre le profil général d'une personne qui est dans un état dépressif, ok? Il y a un non-verbal qui parle sur cette personne-là. Moi, je suis une personne, je vais canaliser tes énergies, je vais regarder ton regard dans les photos, comment tu te positionnes, comment tu te comportes en public. Quand on t'aborde dans un coin, est-ce que tu es tout de suite prêt à sourire, à rire fort, comme chercher l'attention, puis après ça, tu t'isoles, tu es dans ton coin, tu te mets en retrait. Puis, tu sais, des fois, tu peux avoir des journées, tu es down ou tu n'es pas vraiment socialisé, mais logiquement parlant, quand on est dans des phases comme ça, en tout cas, moi, je me rappelle, avant la COVID commence, ça ne me tentait pas d'être en public ou être avec des amis ou des gens. Je faisais juste rester chez moi, je mettais ma musique belle, relax, puis je me reposais, tu comprends? Ben, ça ne me tente pas d'être en contact avec du monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dépressifs, puis leur moyen de soi-disant s'en sortir, que moi, je trouve pas c'est une porte de sortie, là, c'est qu'ils vont consommer, 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 être avec du monde, party hard, drink hard, en pensant que, oh, tout va bien passer, là, ils vont aller se coucher, ils sont sous, ils se réveillent, la tête tourne, puis là, ça recommence le lendemain, tu sais, là, les déboires embarquent. Puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive souvent? Il y a des personnes, femmes ou hommes, qui sont dans des positions fâcheuses de la sorte. Ils ont un très bon partenaire, tu sais. Mais ils ne réalisent pas qu'ils ont un bon partenaire. Fait que là, ils font toutes les conneries du monde parce que pour eux, leur manière de remédier à la situation, c'est de devenir la pire personne. Au lieu de vraiment prendre le moment de travailler sur soi, puis de vraiment vivre le cycle des émotions, faire le deuil, puis que, OK, on passe à autre chose. Moi, quand je prends le temps d'analyser quelqu'un, je regarde ses yeux. Parce que dans le regard de quelqu'un, tu peux tout de suite déterminer la personne. Bon, tu peux voir la personne est fatiguée, la personne est peut-être éteinte, la personne est froide. Il y a une énergie dans le regard. Après, Mais côté gestuel. Hum? t'as la personne ou c'est une personne que tu connais, puis tu peux. Connaître ou pas connaître. Des fois, dans le métro, bon, moi, je ne prends plus le métro, là, mais tu peux regarder quelqu'un subitement comme ça, puis tu peux voir une personne est down, une personne est triste, une personne est fatiguée. Il ne faut pas comprendre fatigue avec dépression, ben, c'est deux choses séparées, mais ça fait partie quand même d'une caractéristique qu'on peut Ouais. observer une personne super épuisée. Mais même là, au niveau clinique, toi, tu es infirmière, une personne pourrait être anémique, une personne pourrait être sous médication, une personne pourrait faire de l'insomnie, une personne stressée. Fait que ça peut paraître une personne qui est vraiment dépressive, mais c'est juste la personne est fatiguée. Mais moi, pour l'avoir vécu, j'ai vécu une dépression. Puis le monde, ça, j'ai une amie qui, je lui ai dit, l'année passée, tu me parlais, puis j'allais vraiment pas bien, j'étais dépressif et tout. Elle me dit, mais quand je te demandais, tu me disais que tu étais correct. J'ai dit, oui, mais si tu me connais vraiment, je ne riais plus, je ne voulais pas sortir. J'allais travailler, j'étais là. Quand je dis ça, moi, j'étais la personne que ça, jamais t'aurais pensé être une dépression. Mais en dedans de moi, ça me tuait à petit feu. J'avais un mal-être, je voulais plus. Oh, pour moi, tout était difficile. Juste me lever, c'était compliqué. J'avais une boule. J'essaie d'expliquer à mes parents, j'ai une boule, je me sens pas bien. Mais pour l'avoir vécu, moi, quand que j'étais dépressif, personne n'aurait su parce que j'étais bien représentée. Mais comme tu l'as dit, dans le non-verbal, si tu me connais, après, fini de travailler, je m'habillais, je prenais mon auto, puis j'entrais chez nous direct. J'allais dans ma chambre, je regardais mes petites émissions, mais je voulais pas sortir. J'allais plus au gym. J'ai arrêté ma session. Pour l'avoir vécu, c'est Tu voulais très tout abandonner, là. tout. Est-ce que ça, c'est quand tu étais avec ton ex Non, ou ça, c'était quand tu l'avais quitté? quand je l'ai quitté après. OK. Ouais. Puis tu penses que cette dépression-là, c'était le fait de te détacher de cette personne-là en tant que telle ou c'était d'accepter la rupture?
Je pense que c'est dû à l'accumulation de beaucoup de... Tu sais, quand tu n'as pas pensé tes blessures, puis tu continues à fonctionner comme si de rien n'était, à un moment donné, la vie te rattrape. Tu t'assois, tu es comme, mon Dieu, il y a des flashbacks, il y a des choses qui t'arrivent, tu es comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis le fait que je travaille en psychiatrie, j'ai comme compris plusieurs aspects de qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé. Ça m'a donné comme une soufflette. Puis c'est ça. Mais moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment, j'ai continué à l'église, puis je suis bien entourée, j'ai une bonne famille. Mon conjoint était présent, donc j'étais quand même très bien encadrée. Mais sinon, comme tu l'as dit, si tu connais une personne ou tu la connais pas à travers son faciès ou sa façon de marcher, tu peux constater qu'il y a une déprime ou une dépression qui s'installe. Mais tu sais, la maladie mentale, surtout la dépression, je pense qu'ils disent que ça va être la deuxième maladie mondiale en 2026, hein? Ben, écoute, regarde la pandémie. Tu mets une pandémie, la peur règne. Là, les gens ont perdu beaucoup de personnes de leur famille, des gens proches. Là, les gens, ils s'emballent dans tout ce qui est véhiculé dans les médias, toutes les mesures sanitaires. Ici ou ailleurs dans le monde, là, maintenant, les gens font les comparatifs, puis ils sont comme, yo, pourquoi les gens vivent ailleurs, puis nous, on est coincés, man? On n'a pas plus de morts que ça, puis on n'est pas capable d'avoir une vie normale. C'est comme ça, on est tous des bébés. Fait que là, tu restreins des personnes qui sont autonomes, indépendants, comme s'ils étaient des enfants. Là, ça joue sur la psychologie des gens. Les gens se sentent impuissants. Et puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que, bon, ben, qu'on le veuille ou pas. Là, donc, on constate que la violence conjugale a pris l'ampleur. C'est fou, hein? Mais Dire moi, que je ça... me suis dit, je pensais à ça dernièrement, j'ai dit, le fémicide, là, est-ce que c'est une situation qui était déjà planifiée à venir plus fréquent, plus vivant? Euh, Comment je peux dire ça? Que c'est manifesté d'une manière vraiment atroce pour amener la primauté parentale qui va être en vigueur cet automne. Puis là, plusieurs parents sont en train de se poser des questions en disant, hey, là, c'est quoi cette affaire-là que j'ai plus le contrôle de mon enfant? Le gouvernement ou des organismes vont pouvoir déterminer qui va pouvoir avoir mon enfant puis cette personne-là va juger que tu n'occupes pas bien ton enfant. Là, c'est là que j'ai dit, ça fait que là, il y a plein de choses qui se passent en plus de la pandémie, mais peu de gens posent des questions. Puis là, les questions, le monde les pose malheureusement sur Facebook, mais je me dis, mais non, tu vas chercher les formations en ligne, là, tu t'assois puis tu appelles le gouvernement pour poser des questions s'il le faut, les départements concernés, et en tant que parent, toi, tu dois t'adapter à cette réalité qui va venir sous peu. Et là, oui, je peux dire que la dépression 2026, elle va être très haute. Pourquoi? Parce que là, les parents vont être laissés à je mets un enfant au monde, mais c'est le gouvernement qui gère mon enfant, qui va déterminer si je suis un bon parent ou pas un bon parent. Par le voisinage, par les institutions scolaires, par le milieu hospitalier, ils vont dire que mon enfant vit une négligence. Peut-être c'est même pas une négligence, là. Tu sais, nous, les Noirs, tu fais un bon comme ça, un petit enfant, on passe son petit gel, petit moun l'a joué. Bon, m'a pas l'école, ma bad. Petit moun l'a joué à Cheville en Kagaye. Et yo même yo pas dit que ou négliger petite là. Petite là, moi j'on ti yo plein, on ti yo goutte dans machine là, bouche li sale. Là, toi, tu viens de constater ça. Tu vas nettoyer le visage de l'enfant, right? Là, t'as pas ta brosse, t'as pas rien pour brosser les cheveux de l'enfant. Là, tu arrives dans une place, ils vont déterminer que tu n'es pas une mère exemplaire. Tu négliges ton enfant. Tout ça pour juste rentrer dans un système, une machine qui a l'avantage de, je sais pas qui, je veux pas dire qui pour pas que ça attire l'attention, mais c'est très deep où je m'en vais avec ce sujet-là, malgré que c'est pas vraiment le sujet principal de notre entrevue aujourd'hui, mais le fait que tu as fait la mention qu'en 2026, la dépression va être une des maladies les plus reconnues dans la santé mentale. En milieu de psychiatrie, est-ce que tu penses qu'il va y avoir plus de personnes qui risqueraient de s'y rendre volontairement parce que là, c'est leur dernier recours? Mais tu vois, maintenant, avec la pandémie, j'écoute beaucoup les nouvelles et tout, puis on est en manque de psychologues, on est en manque de psychiatres, on est en manque il manque des professionnels pour aider ces gens-là. Fait que je ne sais pas qui vont former. Ben écoute, moi je voulais prendre un cours sur la santé mentale au collège. Puis
c'est bizarre. Moi, j'ai dit, mais pourquoi ils n'ont pas entamé le cours, qu'il n'y a pas autant de publicité pour ce cours-là? Parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui auraient aimé passer ce cours-là parce que ce cours-là, en tant que tel, te permettrait de travailler dans un milieu, que ce soit un milieu hospitalier ou un milieu privé ou autre, pour pouvoir assister en parallèle des personnes, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux. Fait que toi, tu vas pouvoir comme regarder le dossier du patient en question, déterminer c'est quoi la cause vaguement, faire les acheminements, les suivis nécessaires, puis que là, ensuite, le psychologue ou le psychiatre en parallèle ou la travailleuse sociale poursuit. Mais toi, tu es quand même là. Tu sais, comme le niveau 1, l'étape, comment on peut dire ça, l'étape primaire, la personne l'entrevue. Ouais, là, tu fais l'entrevue, tu fais l'entonnoir du besoin du patient. Après, tu fais en sorte que, OK, qu'est-ce qui se passe avec cette situation-là? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets qui font que cette personne-là a un état, est dans cet état-là actuellement? Puis là, tu sais, toi, tu es en parallèle avec les psychologues. Mais là, comme, tu as apporté un bon point parce que, oui, depuis la pandémie, c'est vrai, même le programme aux employés, là, je vois plein d'annonces de plusieurs entreprises maintenant qui disent qu'ils sont en période de recrutement parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis en maladie. Okay? Pour les programmes d'employés? Pour les programmes d'employés, les psychologues sont partis en maladie. En maladie. Et c'est ça. Aussi le boom d'enfants là, qui se passe actuellement. On a un boom là. Puis il y a beaucoup de psychologues femmes qui finalement sont tombées enceintes. Tu comprends? Fait que là, on perd les femmes enceintes parce que là, il faut qu'ils s'occupent d'eux. Ils ont un bébé qui s'en vient, plus la pandémie. Fait que là, tu as un nombre qui n'est plus là. Là, après ça, tu as ceux qui sont pas encore gradués. Que là, on ne peut pas les déterminer hors psychologue parce qu'il faut une maîtrise ou un doctorat. Fait que c'est des coachs de vie ou des coachs bon, tout dépendant de c'est quoi qu'ils ont choisi, là. Fait que là, tu sais, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais si la personne a un bac en psychologie, elle peut aider. Elle pourrait beaucoup aider cette personne-là. Tu comprends? Peut-être qu'elle ne pourrait pas administrer des médicaments. Tu comprends? Mais ça reste qu'elle peut quand même assister certaines personnes. Parce que le trois quarts de ce que j'ai pu entendre, parce que je connais des personnes qui sont dans le domaine de la psychologie, qu'est-ce qu'ils m'ont fait comprendre? C'est qu'il y a des gens, ils ont juste besoin de parler à quelqu'un. C'est tout. En grande partie, c'est ça. Après ça, c'est l'anxiété. Ils m'ont expliqué que le cas d'anxiété est très, très, très élevé. Très, beaucoup. Ce qui fait que les demandes, les appels sont relatifs à l'anxiété et le besoin de parler. Parce que, on va pas se le cacher, restreindre les gens de voir leur famille, puis leur dire que tu risques de tomber malade, puis tu fais pas ton 2 mètres de distance. Ben là, qu'est-ce que tu penses? Si la personne déjà là, en partant, mentalement est faible, dans le style tellement qu'elle a vu véhiculer des informations, des vidéos par-ci, par-là, ben la personne s'embarque là-dedans, la personne est venue spirituellement affaiblie, à absorber l'information, puis la peur s'installe. Quand tu arrives là, tu veux plus sortir. Mais comme tu l'as dit, les gens consomment, les gens ils s'isolent, ou maintenant, je ne sais pas si c'est les médecins ou les pharmaciens qui se sont serrés les mains, mais les pilules antidépresseurs, c'est à la hausse, là. Imagine-toi, j'ai vu des enfants de 14 ans qui prennent des antidépresseurs. Je dis, mais on s'en va où? 14 ans? 14 ans, c'est là que tu es plein d'énergie. Ou le petit monsieur qui a parlé sur Facebook, son enfant de 6 ans qui veut s'enlever la vie parce qu'il a mal à son père. Est-ce que c'est comme ça qu'on va vivre? Est-ce que c'est ça la vie que tu nous donnes maintenant? Tout ça à cause de cette pandémie. Donc, imagine-toi les hommes là qui sont violents. Quand on avait une vie, on rentrait, sortait. Peut-être que la femme n'a pas vu ça, que le monsieur était violent. Mais maintenant, vivre dans la maison, travailler ensemble, télétravail. Il y en a qui ont perdu leur emploi. Il y en a qui sont plus in shape. Ils prennent plus le temps de vouloir s'entraîner, tu sais. Il y a une motivation qui est plus là. Puis je peux pas blâmer ces gens-là parce que, regarde, c'est stupide que je veux dire, mais on va grignoter un peu, mettre un peu de grain dedans, là. Avec ce qui s'est passé dernièrement, les manifestations, on a vu qu'il y a beaucoup de policiers qui sont off. Comme un humoriste a dit, là, il a dit, les policiers sont en bicyclette, ils n'arrivent pas à prendre une personne. Tu fonces dans un mur,
Tu tombes à terre, l'autre policier, lui, encore pire raide. Il n'est pas capable de courir l'autre personne. Après, t'en as qui courent, pas qu'à courir. Bon, moun qui gros, qu'à courir plus vite, pas sauter un policier. Il y a un problème. Puis là, on parle d'un policier. Imagine-toi d'un citoyen normal qui allait au gym peut-être à chaque matin, 30 minutes avant. Tu sais, moi, je me rappelle à un moment donné, j'allais au gym le matin avant d'aller travailler. Tu sais, Wow. Bonne thérapie, ça. 30 minutes, 45 minutes, parce que là, je sentais que j'étais comme, où ça, kinda. Puis j'arrive au travail comme, yo, quelqu'un pourrait me jurer, c'était comme, ah, j'étais correct, tu comprends? Puis là, maintenant, t'as plus ça. Je dis pas que tu peux pas le faire chez toi, mais c'est pas la même atmosphère, parce que si t'es déjà enfermé chez toi, tu travailles chez toi, là, tu t'entraînes chez toi, On a le couvre-feu. ouais, fait que c'est comme, Tu vois que là, la première journée du couvre-feu, le premier, je m'en rappelle plus, c'était quand? À 20h. J'ouvrais ma fenêtre, puis je disais à mon mari, je me sens pas bien, je suis claustrophobe, je dis, je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'on m'étouffe. Il était 20h, puis je vois que je peux pas sortir dehors, puis je te jure, je me suis tenue, j'ai dit, j'ai vraiment peur, je comprends pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, mais il est 20h, je ne peux même pas mettre le pied dehors. Tout est normal. On est au Québec, pays supposément libre. Imagine-toi, imagine-toi, mentalement, c'est lourd. mentalement, c'est lourd, OK? Puis non seulement que c'est lourd, t'imagines-tu une personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions, sa colère, puis qui est devenue violent ou violente? Cette personne-là n'y était pas comme ça auparavant. Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes-là? Mais tu vois, je ne sais même pas s'il existe des lignes d'appel ou... Parce que des fois, juste appeler un boy puis donner des blagues ou prendre une petite bière relaxée ou maintenant on ne peut plus sortir après 20h. J'ai l'impression qu'on a tellement appelé au téléphone que c'est devenu redondant, c'est devenu plate. Fait qu'est-ce qu'on a comme activité? Télévision, PS3 ou les PS5. PS5 qui est sorti. Je ne sais même pas s'il y a une ligne qui existe pour ces hommes-là qui peuvent appeler live et dire OK, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je fais? Pour nous, il y a des lignes téléphoniques, mais c'est peut-être pas qu'est-ce qu'eux vont vouloir appeler. Ils vont dire, ben, je ne suis pas suicidaire, je ne vais pas appeler telle action, exemple. 811 est là pour ça. 811 est là, malgré qu'ils sont super débordés. Et c'est COVID seulement, là. Pas que 4 ça COVID. dépend. Il y a un autre numéro qui te dit de composer quand c'est COVID. Quand c'est pas COVID, tu peux quand même parler avec quelqu'un sur 811. J'ai fait mes petites recherches, j'ai testé, j'ai dit bon, parce que dans la communauté, on va pas se cacher. T'as des gens qui aiment garder l'information pour eux, puis il y en a d'autres qui vont juste véhiculer qu'est-ce qu'ils pensent qui est ça. Puis dans le fond, c'est pas ça. Donc, non. si j'ai essayé, j'ai checké, j'ai appelé moi-même, puis la personne m'a expliqué, puis j'ai dit OK, elle m'a fait comprendre aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'appels. Les gens ont juste besoin de parler. J'imagine même pas au 911 combien de fois que les gens ont dû appeler. Tu comprends? Juste pour parler avec quelqu'un. Mon mari, là, lui, travaille pour une affaire de diabète. Puis il y a un monsieur qui a appelé, service à la clientèle, juste pour parler. Ça n'avait aucun lien avec les diabétiques. Il voulait juste parler. Je dis, est-ce que tu as vu où est-ce qu'on est rendu? Il a juste pris un numéro de téléphone 1-800, il a composé, puis il a commencé à parler. Donc, j'ai dit, dis à ton agent de continuer à lui parler parce que tu sais même on est rendu là, que tu appelles n'importe où pour parler avec n'importe qui. Donc, si on pouvait, après cette vidéo-là, mettre les vraies ressources, les vrais numéros de téléphone, c'était vraiment bon. Ben, c'est sûr, parce que tu m'as dit... les gens ont vraiment remarqué aussi, on va parler au niveau de la religion, OK? Ouf. Les gens ont constaté qu'il y a une certaine fermeture ou inaccessibilité des pasteurs ou des églises pour aider les personnes qui sont en état de crise ou qui ne savent pas trop comment gérer la situation. C'est quoi ton opinion là-dessus en travaillant dans un milieu psychiatrique face à cette réalité-là? Parce que
faut pas qu'on oublie qu'il y a des personnes que la religion, ça veut dire c'est comment qu'ils doivent fonctionner, vivre, penser et agir. Pour d'autres personnes, c'est juste comme quand je suis en relation avec Dieu, c'est ça ma limite, c'est ça mon niveau, ça s'arrête là. Tu comprends? Qu'est-ce que toi, tu pourrais déterminer face à cela? Parce que moi, je te mentirais pas, des fois, je trouve qu'il y a des gens qui sont juste trop obsédés. Ça devient une obsession, là. Comme Dieu, c'est Dieu, ton pasteur, c'est ton pasteur, mais mets un lien entre les deux. Tu sais, comme, sois capable de séparer la réalité. Tu vois où ça, j'essaie d'aller un peu? Il y a des gens qui, à cause qu'ils ne peuvent pas parler avec leur pasteur, qui ne vont pas à l'église le dimanche comme d'habitude, ils ne sont pas à l'église, ils ne se sentent pas bien. Puis là, ils deviennent comme des personnes très, très, très anxieuses. Ouais, ils sont vulnérables, vraiment. Mais si j'ai bien compris, tu m'as dit que des gens ont dit qu'il y a des pasteurs, des églises qui sont fermées par rapport à ça? Oui, comme ils sont devenus inaccessibles. Puis tu écoute, un pasteur qui gère plus de 300 membres, c'est un peu tough de gérer 300 personnes dans 30 jours parce que lui-même, il a une famille, il a des enfants. Tu comprends? Fait que si toutes ces personnes-là ont besoin de parler avec lui, où qui va trouver le temps pour se recharger? So, tu comprends où j'essaie d'aller avec ça? L'aspect psychologique, le pasteur a un volet qu'il peut gérer, mais il n'est pas un psychologue. Il ne faut pas mélanger spiritualité avec psychologie. Malgré que là, dans le mot psychologie, on dit esprit, mais quand on parle de logique, c'est qu'il y a une ressource, il y a une technicalité que les personnes qui sont psychologues appliquent, que le pasteur, lui, ne pourra pas appliquer avec toutes les personnes qui pourraient l'approcher avec des situations complexes. Dans les jours où je marche, il y a comme une équipe que le pasteur a mis, je pense qu'ils sont 5-6 personnes, puis eux, ils prennent le temps de t'appeler, puis ils te demandent si tu vas bien et tout, ou sinon, tu peux les contacter, tu laisses un message, puis ils vont te rappeler. Mais est-ce que c'est toutes les églises qui font ça? Je ne sais pas. Parce que je sais qu'une fois, j'étais dans une église, je voulais parler au pasteur, puis il m'a dit, oh non, t'es une femme, il faut que tu t'adresses à ma... Non, t'es une femme, il faut que tu t'adresses à ma femme. Les femmes parlent à la femme pasteur, puis les hommes parlent au pasteur directement. Ça, je trouve ça un peu déplorable. Mais, comme tu l'as dit, si le pasteur a 300 membres et doit gérer d'autres personnes, c'est un peu difficile. Mais moi, mon conseil... Wow. Parce que moi, je sais que je continue à regarder des églises en ligne. C'est ça, c'est une des forces que j'ai qui m'aide beaucoup. Sinon, je sais même pas quoi conseiller par rapport à ça parce que Ah, tu peux aussi contacter via Messenger, ça aide beaucoup. Je sais que Messenger, les gens répondent. Puis sur WhatsApp, je pense qu'il y a des groupes qui se font. Ouais. Telegram, il y a un gars qui m'envoie chaque matin des versets, tout ça, des versets quotidiennement pour lire. Mais il faut que je me renseigne parce que côté église, moi, mon église, je sais qu'il y a comme un groupe qui est spécialement conçu, qui t'appelle une fois par semaine pour savoir si tu vas bien, si c'est une quête de prière ou si tu veux parler de quelque chose. Mais est-ce que c'est toutes les églises qui offrent ça? Je ne sais pas. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler à d'autres personnes autres que leur église. Tu sais, je vais aborder un sujet ici parce que tu as rencontré ton conjoint, tu es marié actuellement, Oui. c'est ça? Oui. OK. Lorsque tu as connu ton mari, est-ce qu'au début, tu avais parlé de ta relation fragile, tu sais, que tu as eue, qui t'a quand même troublé, mis dans tu sais, qui a comme forgé ta personne, qui t'a permis d'être la femme que tu es aujourd'hui, là? Mais je lui ai dit que je lui ai dit que j'ai vécu des choses troublantes dans le passé. On en a parlé. Puis lui m'a dit, regarde, tu vois, c'est ton passé. Maintenant, on focus sur le présent pour embellir notre futur, c'est tout. Mais il m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, des fois, je pleurais ou j'avais des sauts d'humeur un peu bizarres, mais il était présent. Puis ça l'a pas freiné à me fréquenter. Puis moi, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est parce qu'il vient d'une bonne famille. C'est pas une personne violente du tout, très gentille, très, très, très patient. Sa patience m'a beaucoup aidé. Mais oui, je lui ai parlé de la situation. Ouais.
je Donc, pense qu'il faut faire. son support en tant que tel t'a beaucoup aidé aujourd'hui à devenir une mère exemplaire. Puis t'as un petit garçon. Ah, ouais. Félicitations, il est tout cute. Merci. Et le fait que tu puisses voir que Dieu t'a donné un enfant et t'a donné un garçon au lieu d'une fille, est-ce que tu trouves que ça te donne un challenge en tant que mère de qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu vas transmettre à ton fils? Mais moi, j'ai toujours voulu avoir un petit garçon, tout le temps, parce que j'ai dit à mon mari, si j'ai une fille, pour qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai dit, si j'ai une fille, puis je verrai pas ma fille pleurer. J'ai dit, si je vois ma fille pleurer un jour, ça va tellement me blesser, parce que pour moi, une fille qui pleure, ça fait mal. Même un petit garçon qui tombe, qui se fait mal, tu mets un petit pansement, tu dis, OK, vas-y, retourne dans le bac à sable, t'es correct. C'est différent qu'une fille, mais mon petit garçon, lui, qu'est-ce que j'aime, c'est que chez nous, comme je dis à tout le monde, j'ai 5 frères, puis je les ai tellement parlé. Je dis, regarde, les gars, voici comment traiter une femme. Mes frères, ils sont tellement respectueux. On est une famille, on accueille les gens, on est comme un shelter. Le monde vient toujours chez nous. Malgré qu'on ait 8 enfants, il y a toujours du monde chez nous. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait avec mes frères? Comment que j'ai reçu l'amour de mes frères aussi, et de mon père? J'ai dit, moi, je transmets ça à mon enfant. L'amour, le respect. Puis, c'est les deux choses que je vais souvent travailler avec lui. Je veux dire, puis, j'ai aussi mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ses émotions. Je te regarde, qu'est-ce que tu as maintenant? Est-ce que ça va bien? Comment tu te sens? Les parents ici ne le font pas. C'est genre, OK, mais je vais me prendre le temps de m'asseoir et de dire, regarde, présentement, tu te sens comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça ne se passe plus? Je travaille sur ce sentiment. Moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai pas vécu ça, mais l'amour que j'ai reçu de mes parents, ça m'a tellement aidé. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents qui sont toujours mariés. Je pense que ça fait 35 ans de mariage. Fait que j'ai toujours eu ces modèles-là. J'ai toujours voulu me marier, moi aussi, et avoir une famille comme ma mère et tout. Alors, je travaillais comme ça pour que mon fils, peut-être que lui va être d'autres amis, je sais pas, mais ces hommes-là qui souffrent présentement, là, qui sont violents, est-ce que c'est un background qui n'ont pas eu de père, que leurs parents n'ont pas eu... Moi, je dis que tu as le profil de l'homme qui a grandi avec son père violent ou qui donnait pas de l'amour à sa mère. Fait que pour lui, il trouve que c'est normal de traiter la femme qu'il aime de la sorte. OK? T'as l'homme qui a jamais connu son père. Ça, c'est un autre problème. OK? Puis quand je dis qu'il n'a jamais connu son père, ça dit qu'il est présent à la maison, il ne sait pas comment il traite sa mère. Tu sais, il y a des parents, genre, où tu les vois fonctionnels, mais entre 4 murs, c'est un homme super violent là, qui bat à la mère dans le garage, et puis c'est un monde fou, là, tu comprends? Puis l'enfant est même pas au courant comment que son père est pas bien dans sa tête, tu sais. Puis que lui, il constate qu'il y a des comportements étranges et puis que les parents, eux, sont courants que, au niveau paternel ou maternel, il y a quelque chose qui est wong-tong, tu sais. Mais ils vont pas pousser ça plus loin. Pourquoi? Parce que ça va... Moi, j'appelle ça de l'inacceptation, personnellement. Ça, c'est une chose. Il y a aussi beaucoup l'ignorance. Ouais. Parce que je me suis demandé, tu vois, ils sont entrés ici au Canada, puis eux, leur but, c'est de nous offrir une meilleure vie. Mais je me suis demandé, est-ce que quand ils étaient en Haïti, leurs parents étaient comme ça? Ou arrivés ici, ils avaient une pression? Est-ce qu'ils ont laissé aller? Est-ce que c'est parce que c'est générationnel? J'essaie de comprendre, parce que j'ai des amis que c'est comme, OK, on est en Haïti, tout allait bien, arrivé ici, tout a commencé. Et je me suis dit, OK. Ou j'ai des personnes qui ont quitté Haïti pour venir ici, puis tu sais, la pression, travailler, tout ça, ils ont eu des problèmes mentaux. Ça fonctionnait super bien quand ils étaient en Haïti. Mais arrivé dans le pays, il manque de ressources, il faut travailler, il faut faire ça. Ouais, il y a le truc culturel aussi. L'inadaptation aussi. Ça aussi beaucoup. Tu sais, comme exemple, on va dire, pour revenir
pour revenir au point que tu avais fait en 2026, la dépression va être le numéro 2 comme maladie mondiale qui va être vraiment... c'est là que moi, tu sais, c'est venu dans ma conscience. J'ai dit, imagine-toi, toutes ces personnes-là qui sont venues en grande famille, puis depuis la pandémie a commencé, leur famille est venue plus restreinte. Puis là, tu vois où ça j'essaie d'aller? Là, ils essaient de s'adapter indirectement. Puis là, comme on ne va pas se cacher, moi, depuis le début de l'année, j'ai remarqué, bon, depuis le début de la pandémie, mais depuis le début de l'année, là, je pense en une semaine, c'est impossible que tu ne sois pas un rest in peace. C'est pas normal. C'est devenu normal de voir quelqu'un meurt, genre, dans la communauté ou dans le monde. Pas COVID, hein? C'est pas juste COVID, hein? Non, c'est pas juste COVID. Comme, je vois plein d'Haïtiens qui décèdent dernièrement, là, des jeunes de notre âge qui sont morts de crise cardiaque. Si c'est pas crise cardiaque, ils avaient un cancer, mais ils savaient pas ou ils en parlaient pas. Puis, tu sais, c'est alarmant, je trouve, quand même. Mais comme tu l'as dit, genre, avec tout le stress qu'on vit, parce que tu vois, juste se lever le matin, sortir dehors, aller travailler, tout ça, c'est juste ça, c'est un challenge que tu as, puis tu es comme, OK, j'ai travaillé, l'argent rentre. Là, tu n'as plus d'argent, perte d'emploi, puis tu peux plus. Yo, c'est tough. Puis là, il est 8 heures. T'as envie de prendre une goutte. Tu sais, comme, je sais pas comment t'expliquer ça. L'année passée, exact moment, on va dire avril, si à cette heure-là, je voulais prendre de l'air dehors, je pouvais sortir aller prendre de l'air. Puis là, maintenant, si t'es une personne, t'as pas une cour, t'as pas un balcon, tu peux même pas aller prendre une bouffe d'air. Mais moi, je te mentirais pas, tu sais. Je suis dehors après l'heure du couvre-feu, parce que je peux me permettre de le faire indirectement. Moi, j'ai peur. Il y a personne pas. Et je te mentirais pas, je vois du monde dehors. Je vois du monde marcher sans leur chien. Puis je suis pas une personne, je vais les délater. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que je comprends au niveau psychologique qu'ils ont besoin de prendre une marche, ils ont besoin de prendre de l'air. Tu comprends? De la même façon. Of Candice Fuego.